14 mai 1998. Ou 98 pour nos amis français. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Dans sa propriété, Frank Sinatra est victime d'une crise cardiaque. Les secours sont appelés rapidement, mais les perspectives pour sauver le chanteur sont minces. En effet, habituellement, le trafic est très dense autour de la Cité des Anges. Mais ce soir-là, non. Les rues sont vides. Pas un chat à l'horizon. Les ambulanciers gagnent un temps précieux pour amener The Voice à l'hôpital, où il décédera quand même quelques minutes plus tard. Pourquoi les rues de cette ville ont des allures de Walking Dead avant l'heure ? La réponse est simple, la majorité des téléspectateurs sont rivés sur NBC pour regarder le dernier épisode de la série Seinfeld. Après 9 saisons, ils disent au revoir à Jerry, George, Hélène et Kramer. Ces personnages ont été créés par Jerry Seinfeld et Larry David à la fin des années 80 à la demande du network qui voulait capitaliser sur le succès du comique new-yorkais. Jerry commence sa carrière à la fin des années 70 et rapidement va trouver les voies du succès, notamment en se faisant repérer par Johnny Carson, le roi des late shows à cette époque. Après quelques faux départs, le feu vert est donné par la chaîne pour une diffusion d'une saison de 6 épisodes lors de l'été 89. Cette période permet aux chaînes de tester les programmes qui pourront être diffusés lors de la saison régulière. Mais de quoi parle ce show ? Eh bien, de rien. A show about nothing. Voilà l'accroche de la sitcom. Comment les petits tracas de la vie quotidienne se transforment en drame. Les débuts sont compliqués niveau audience, mais NBC croit au programme et va lui donner une deuxième, voire une troisième chance de s'imposer. Il ne coûte pas très cher, pour le moment, et occupe une case le jeudi soir qui rapporte avec d'autres séries. Mais la sauce va prendre de plus en plus. Le bouche à oreille fonctionne du feu de Dieu et à partir de la saison 4, Seinfeld est le vrai succès de l'année, même devant Friends. Les Américains se retrouvent dans ces personnages, chacun peut y voir un trait de sa personnalité. Tout d'abord Jerry, bien entendu, inspiré de la vraie vie du comédien. Insensible, individualiste, parfois hautain, mais aussi très terre-à-terre, c'est par son regard que l'on découvre son monde. George Costanza, le meilleur ami de Jerry, le névrosé de la bande des 4. Il essaye toujours de trouver des solutions à ses problèmes qui finissent toujours par lui retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Hélène, une ex de Jerry, elle est carriériste, changeant de petite amie comme de culotte, spontanée, elle est l'atout charme de la série. Et puis Kramer, un mélange de Gaston Lagaffe et de Harpo Marx, c'est le voisin direct de Jerry. Autour d'eux va graviter une pléthore d'autres personnages plus truculents les uns que les autres, et c'est aussi cela qui fait la force de la sitcom. La production des saisons ne fut pas de tout repos pour l'équipe. 24 épisodes par saison, tous joués en public comme le veut la tradition, et la pression du succès de plus en plus forte font que Jerry Seinfeld, le vrai, décide d'arrêter après 9 saisons. Parce que 9 c'est cool, donnera-t-il comme argument principal. Cette série détient la 3e place sur le podium des plus grosses audiences de la télé américaine, derrière MASH et Cheers. Elle a généré des milliards de dollars de recettes, faisant de Jerry Seinfeld le comédien le plus riche du monde. C'est la plus grande série méconnue chez nous, et on continue de vous en parler juste après une page de pub. Ah oui, c'est vrai, comme c'est le premier épisode du podcast, on n'a pas encore d'annonceur. Mais si vous voulez financer ce podcast, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un message à 10série2@gmail.com, 10série2@gmail.com. Peut-être que nous aurons une collaboration ensemble et ça me fera grand plaisir. We go into NBC, we tell them I got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go.
Après cette courte présentation, eh bien, on va être dans le vif du sujet. Je suis heureux de vous retrouver, je suis Nico. Et pour ce premier podcast, eh bien, il fallait effectivement parler d'une des plus grandes séries humoristiques au monde. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit bien sûr de Seinfeld, puisque vous avez entendu un peu la petite histoire. Et pour ce faire, et pour ce premier podcast, je suis très heureux de recevoir Norman. Bonjour Norman. Salut. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Tu m'invites pour un super sujet, pour le premier épisode de ton podcast. Je te remercie. Mais du coup, tu peux m'appeler Mez, du coup. Parce que Norman, c'est un peu connoté, tu vois. Je pense au YouTube. Voilà, oui, c'est vrai, ouais. Il y a des dossiers derrière Norman, donc on va rester sur Mez alors. Voilà, c'est ça, ce sera plus simple. C'est vrai on n'avait pas, je vous dis, les coulisses, on n'avait pas spécialement prévu ça, mais voilà, en tout cas, on va rester sur Mez tout au long de ce podcast et pour la suite. Donc tu l'as entendu, donc c'est une série phénomène aux États-Unis qui a été apportée en Europe au milieu des années 90. Tu me disais que tu avais une histoire particulière avec cette série, et donc on va commencer par ça. Ah bah oui, allons-y. Alors, du coup, tu vois, nous en France, la série, elle a été diffusée, il me semble, sur France 2 à un moment en version originale, mais ça n'a pas marché du tout, quoi. Et elle a été aussi diffusée sur Canal+, et elle passait entre deux sitcoms françaises qui étaient H et Blague à part. Ouais, je crois que ça s'appelait comme ça, Blague à part. Ouais, c'est ça, avec... ouais, tout à fait. Éric Legérias, notamment. Voilà. Qui était un peu une ressucée de Seinfeld, en fait. Exactement, c'était totalement une ressucée de Seinfeld, ouais. Mais du coup, j'ai découvert Seinfeld en VF. Et j'avais détesté, en fait. La version française était vraiment affreuse. Je trouvais toutes les voix éraillées, ça sonnait faux, c'était pas drôle, quoi. Je trouvais pas ça drôle, quoi. Vraiment, il y a un truc où ça collait pas, quoi. Mais bizarrement, je sais pas, il y avait cette esthétique, il y avait ce truc qui m'est resté en tête pendant hyper longtemps après la diffusion de la série. Et un jour, je me balade avec un pote dans un espace culturel et je tombe sur le coffret de la saison 1 et 2. Et je me dis, ah bah tiens, cette série, je la voyais avant, nanana, entre les deux autres. Elle me reste quand même un peu en tête. Et si, en fait, en anglais, elle était bien, cette série. Allons-y. Et j'ai pris le premier coffret, du coup, de la saison 1 et 2, qui était à un prix un peu cassé. Je l'ai regardé en rentrant chez moi et j'ai enchaîné les épisodes, les uns à la suite des autres, de la première et de la deuxième saison, et il y avait un petit documentaire dedans qui expliquait un peu les origines de la série, et du coup je me suis pris de passion pour la série, et tous les mois, avec l'argent que je gagnais à ce moment-là, je me payais un coffret de la série, et le coffret était généralement dégommé en 1 ou 2 jours avec le gros documentaire qu'elle est avec, des documentaires sur les personnages, sur la fameuse 4e saison, sur le final, sur tout un tas de choses, quoi, sur tout un tas d'anecdotes de production, et ouais, je suis pris complètement de passion pour cette série qui n'a pas déchaîné les foules par chez nous, quoi, contrairement aux États-Unis. Non, c'est vrai qu'ici, donc tu parlais de France 2, ils avaient voulu lancer sous la dynamique, par Jean-Luc Delarue en fait avait proposé une soirée sitcom. C'était le samedi soir sur France 2 et c'est vrai que ça n'avait pas du tout pris, ça avait duré deux semaines, deux samedis de suite et puis ils avaient arrêté. Et notamment il y avait Seinfeld en VF. Donc ça a été sur Canal Jimmy et moi de mon côté c'était en Belgique sur Canal+. Et la diffusion avait été quand même plus généraliste puisqu'ils diffusaient ça le dimanche soir en clair. Et il y a quand même eu un certain public qui a pu découvrir la série. C'est vrai que quand j'en parle un peu ici autour de moi, ça rappelle quelques souvenirs à quelques personnes, mais en fait, oui, il y a vraiment eu quelque chose avec cette série parce qu'il y a eu Friends aussi, qui était beaucoup plus généraliste et beaucoup plus populaire, qui a peut-être pris le pas par rapport, puisqu'il faut parler, les deux séries étaient pratiquement diffusées au même moment. Était plus généraliste. Sur la fin de Seinfeld et le début de Friends, en fait, ça c'est un petit peu, il y a eu une continuité en fait quand Seinfeld s'est terminé, c'est Friends qui a pris un peu le pas derrière et qui a fait pareil des gros scores d'audience, il me semble, par la suite. Et en France, la VF était quand même d'une meilleure qualité que celle de Seinfeld, quoi. Donc, et puis peut-être que l'humour était plus accessible aussi, on va dire, par rapport à une série comme Seinfeld où la traduction elle est compliquée parce que c'est un humour très fin qui est basé vraiment sur du timing comique vraiment hyper précis et que c'est compliqué à traduire et à bien retranscrire, sachant qu'en plus c'est de l'humour juif new-yorkais, quoi, entre guillemets, l'humour de Seinfeld, quoi. Oui, c'est du Woody Allen des années 90, quoi. On peut faire un peu de parallèle, quoi. Dans un côté plus méchant quand même, je trouve que. Ah oui.
que pouvaient l'être les comédies de Woody Allen, par exemple. Ouais, c'est le mélange de Woody Allen et de Affreux, Sales et Méchants, et de toute cette mouvance des comédies italiennes des années 70, je trouve. Il y a un c'est peu un Larry mélange David, des quoi. deux. Ouais, c'est ça, c'est lui qui apporte. Et on en parlait dans l'introduction. Donc, Jerry Seinfeld et Larry David sont deux stand-uppers qui ont commencé leur carrière à la fin des années 70-70. Jerry Seinfeld a très vite connu le succès. Larry David un peu moins, mais ils sont restés toujours potes. Voire carrément pas du tout. Ouais, c'est un ça, mec qui bossait au Tonight Show, il me semble, qui était auteur et qui, le temps de sa, de sa présence dans l'équipe de scénaristes, n'a eu qu'un seul sketch diffusé et il est parti avec perte et fracas, quoi. C'était un petit peu le style du bonhomme, quoi. Il avait une tendance à péter les plombs, apparemment, qui était assez explosive, on va dire, quoi, pour les gens qui bossaient avec lui, quoi, pour ses collaborateurs. Et même pour Jerry, ça a pu être à des moments un peu compliqués. Mais apparemment, ils avaient une telle symbiose que Jerry arrivait à tempérer Larry dans les moments où il commençait à péter des plombs et à perdre un peu les pédales, notamment dans les moments apparemment au tout début où ils ont commencé par faire quelques épisodes, puis on leur a commandé une deuxième saison, puis une troisième, et Larry David paniquait à chaque fin de saison en disant comment on va écrire les épisodes, comment on va faire, comment c'est possible. Ouais, c'est vrai, c'est un grand névrosé et ça se ressent dans l'écriture de la série et aussi dans la petite histoire, et ça on en reparlera un petit peu plus tard quand on évoquera un peu tout ce qui est marketing et objets cultes de Seinfeld, dont notamment les DVD. Alors, pourquoi est-ce que, voilà, t'as déjà un peu évoqué le fait, mais qu'est-ce qui a matché à ce moment-là? Pourquoi est-ce que t'as accroché tout de suite? On en a un peu parlé, l'humour un peu vache, un peu amoral, etc. Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça aussi? En fait, déjà, il y a la découverte d'un personnage qui est le personnage de George Costanza, quoi. Et moi, George, dès l'épisode 1, me fait absolument mourir de rire. C'est exactement le mec qui a tous les travers du monde, mais normalement, il devrait être détestable. Il devrait être insupportable, ça devrait être un personnage qu'on devrait se dire, mais qui est ce connard, quoi. Mais en fait, l'interprétation de Jason Alexander est tellement parfaite dès la seconde 1 de cette foutue série. Quand Jerry lui fait un commentaire sur le nombre de boutons qu'il a sur sa chemise et compagnie, gag qui est réutilisé dans le dernier épisode, mais ça je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais la performance de Jason Alexander tout de suite, dans ce côté je joue un extrême connard, et en fait on est tout le temps avec lui. On a tout le temps envie que George, dans tous ses mensonges, il s'en sorte. Moi, le coup de Art Vandelay, architecte, mais moi ça me termine, quoi. Je me dis, le type s'invente une vie, et puis en plus il y a tout le décorum derrière lui, tu vois, ses parents, bordel. Ses parents, ils sont affreux, mais ils sont tellement géniaux à la fois. Enfin, t'as tout ça, quoi. Le côté un peu pauvre type de George je sais pas, on finit par le prendre à la fois en pitié et en sympathie, ce personnage. Il vit vraiment des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Et le truc qui en rajoute, quand en plus tu découvres la série avec les documentaires qui t'expliquent l'histoire et compagnie, c'est que tu comprends très vite que George, en fait, c'est une incarnation de Larry David, et que les 3/4 des histoires qui sont dans au moins les 7 premières saisons, on va dire, parce que c'est les saisons auxquelles Larry David a participé, et c'est quasiment que du vécu. Moi, ça me tue le truc du mec qui va, chez une nana, intercepter une cassette de répondeur parce qu'il a laissé un message de con alors qu'il n'aurait pas dû. Le coup d'aller rechercher un gâteau dans la poubelle. Enfin, tu vois, tout ce genre de petits trucs, de petits détails à la con qui prennent des proportions incroyables. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait directement rentrer dans la série, tu vois. Là où un personnage comme Kramer, tu vois, était tellement clownesque, tellement sur un truc physique, que si la série n'avait été qu'autour de personnages dans ce type-là, ça aurait pu être compliqué, quoi. Mais là, il apporte une plus-value. Enfin, je sais pas, tout le monde est à sa place, en fait. Et même Hélène, quoi, le personnage d'Hélène, le fait qu'elle fasse beaucoup de grimaces, le fait qu'elle joue beaucoup elle aussi sur du physique, machin, mais tout en ayant une espèce de petite finesse dans la manière dont elle a été écrite, alors qu'elle a été écrite exclusivement par des hommes, quasiment. Le personnage d'Hélène. Et le personnage, NBC avait vraiment mis ça comme condition. Il fallait une présence féminine dans la série, et donc ils ont été un peu arculons pour écrire Hélène, et finalement elle est restée à la postérité, quoi. C'est ça, sachant qu'en plus de base, il devait avoir un personnage féminin qu'ils avaient plus ou moins écrit. C'était le personnage de la serveuse du diner dans lequel ils vont, et le personnage n'a pas du tout été gardé. C'est les gags qui marchent le moins bien dans le premier épisode. C'est tellement convenu, c'est tellement sitcom, en fait, alors que la série en soi,
au moins dans ces 7 premières saisons, pour moi, a pas vraiment le format sitcom de l'époque en fait. Il n'y a pas de il y a pas de schéma type. Les épisodes ils partent un petit peu à volo et chaque personnage a vraiment une importance dans quasiment tous les épisodes quoi. Il y a très peu d'épisodes où il y en a un des 4 qui manque ou alors on le justifie d'une certaine manière en faisant des petits plans. Je pense au moment où Hélène elle est partie en Europe ou je sais pas quoi avec un de ses mecs où on voit juste quelques petits plans à droite à gauche à Paris avec le psychologue, voilà, c'est ça, dans la saison 4. Et voilà, il y a toujours eu des petites astuces pour quand ils étaient pas là, mais l'écriture est dense en fait. L'écriture elle est vraiment développée, chacun des personnages a sa place totale dans la série, il n'y a pas de sidekick en fait quoi. Non, pas du tout. C'est limite Jerry, comme ils le disent dans certains épisodes, Jerry qui est l'élément neutre du groupe, et autour de qui gravitent tous ses potes, et avec tout ça, ça crée des situations, des histoires qui finissent par lui retomber dessus et qui nourrissent ses travaux de comédien, quoi. Donc je trouve vraiment la série à la fois super bien écrite, super bien jouée, et en plus elle aborde un ton qui pour moi est singulier, que j'ai jamais revu dans une série en fait derrière. Il n'y a plus de séries méchantes quoi. Même des séries qui ont été populaires derrière, des How I Met Your Mother, même des Friends justement et compagnie, bah au final ça restait un petit peu plus gentil, bah c'est ça, bienveillant en fait, ça se termine sur un câlin à la fin de l'épisode, tu vois. Et ça c'est le genre de truc qui m'insupporte totalement dans les séries sitcom quoi. Là où voilà, il y a très peu d'exceptions à ça quoi. Là Seinfeld c'est vraiment un truc qui est singulier et que j'ai jamais revu ailleurs quoi. Vraiment c'est ça que j'en retiens en fait de Seinfeld, c'est cette singularité. Ouais, en tout cas aux États-Unis, à part en Angleterre, là, on dirait que c'est quand même un sport national, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, sur une chaîne généraliste surtout aussi, puisque c'est diffusé sur NBC, un des plus grands networks américains, trouver autant de méchanceté et c'est toujours inédit malgré le boom des séries depuis 20 ans. Je voulais quand même dire et aussi puis surtout en fait c'est quand même excuse-moi mais c'est aussi des producteurs qui se sont mouillés à fond en fait pour faire vivre cette série qui marchait pas si bien au départ quoi. Non. Et les gens y ont cru. Tous les gens qui étaient impliqués dans cette série y ont cru à 200% alors que tout le monde pensait que ça allait être une série, un truc de niche quoi. Et c'est devenu la série la plus populaire aux États-Unis. Et t'as raison de préciser que c'est pour la série, la sitcom américaine. Parce que je pense à, par exemple, chez les Anglais, je pense à Shameless. Dans le genre, c'est pas très sympathique non plus quoi. Voilà, ou moi il y a une série dont je me souviens, je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast, c'était Bottom. C'était un truc de fou avec deux colocataires complètement. C'était Dumb and Dumber avant l'heure. C'était un truc génial. Ça je pense que j'en ferai un podcast. Je voulais revenir aussi sur George, parce que moi c'est le personnage dont je me sens le plus proche. C'est je suis pas comme lui. Voilà, mais voilà, dernièrement, il m'est arrivé une petite anecdote qui aurait pu arriver à Georges. J'étais à un mariage et une collègue qui était en congé de maternité vient me trouver pour me dire bonjour. Et au moment où je vais lui demander comment ça se passe la grossesse, elle me dit tiens, il y a mon bébé qui est là. Donc là j'ai eu juste de la chance qu'elle me présente son bébé parce que je croyais qu'elle était toujours enceinte. Donc voilà, j'aurais pu me retrouver dans une situation à la George Costanza, comme quoi ça arrive pratiquement à tout le monde. Mais aussi, donc il y a effectivement George qui après coup, je pense, sur le moment même, je pense que c'est Kramer quand même qui a fait aussi beaucoup pour populariser la série. Bien sûr, bien sûr. À l'époque. Mais c'est le personnage qui est le plus sitcom en fait. Donc c'est le personnage qui est le plus accessible pour le grand public en fait. Kramer, il rentre en fracas dans l'appartement, il se casse la gueule, il tombe, il dit des trucs complètement chelous. Tu sais, c'est le voisin excentrique. Normalement, c'est un personnage que tu retrouvais dans presque toutes les sitcoms de l'époque, mais là, il est tellement utilisé d'une manière différente en fait. Il rentre dans ce jeu aussi où l'écriture de son personnage, de ses punchs, de ses blagues, elles sont tellement au cordeau que il n'y a pas que le physique en fait qui prime chez Kramer, sauf dans les premières saisons quoi, où là vraiment il joue beaucoup là-dessus, mais plus ça avance, plus pareil, son personnage il se développe et il fait des trucs complètement fous quoi. Ouais, non, en fait, il y a l'humour new-yorkais et très stand-up, mais ils ont réussi aussi à mixer plusieurs types d'humour en fait.
Si ça avait été qu'une série blabla où on se lance des pics, ça aurait pas duré aussi longtemps. Le fait qu'il y ait Kramer, Hélène qui sont plus physiques, bah, je pense que ça aussi enrichit la série. Et avec tous les personnages tout autour qui sont super bien joués, c'est quand même tous des acteurs de qualité. Et on en reviendra aussi parce que je trouve que Jerry Seinfeld c'est quand même le moins bon de tous, mais bon, c'était pas son métier à la base. Tu sais, c'est une opinion qui est très répandue, je trouve, chez les fans chez les fanatiques de Seinfeld, on va dire, comme nous. Mais je trouve qu'on est dur avec Jerry. Moi, je trouve qu'on est vachement dur avec ce mec, en fait. Moi, je trouve tu sais, à un moment, il faut avoir ce talent, en fait, de savoir faire briller les autres, en fait. Ah oui, Le type garde les meilleurs punchs, garde les meilleures blagues pour Hélène, Kramer et George. Lui, il est là pour faire le passe-plat et il le sait, quoi. Moi, le truc qui marche moins bien avec le personnage de Jerry, en effet, c'est ce côté justement stand-up, quoi. En fait, les sketchs qu'il fait au début et fin des épisodes, il y a des trucs qui sont très bien, mais c'est très inégal, quoi. Là où tout le reste de la série, le cœur des épisodes, lui, est vraiment dense et rempli de putain de grosses blagues à la fois de situation et juste d'intonation, de ponctuation, la manière dont ils disent les choses, l'humour de répétition. Enfin, c'est tellement bien foutu que tu vois. Pour moi, le mec en fait est tellement dans l'écriture, dans la création de son show et dans l'idée de créer un truc un peu singulier que il s'oublie un peu, mais que malgré tout, il a ce talent de faire de faire briller les autres, quoi. Vraiment de mettre en avant George, de mettre en avant Hélène et Kramer, quoi. Mais on voit aussi au fur et à mesure de la série qui prend un peu plus d'assurance, hein, qui jette un peu plus sur la piste, qui n'hésite pas à aussi avoir des aspects beaucoup plus visuels au niveau du comique. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle évolution. Mais c'est vrai que le recul qu'il prend dans la série, ça peut peut-être, comment dire, ça peut-être pas non plus aider dans sa carrière par après d'acteur, ou en tout cas est-ce qu'il voulait, ça on le saura peut-être jamais, mais voilà. Mais il évolue quand même au fur et à mesure des saisons, quoi. Ouais, en termes ça, justement comment son personnage interagit avec les autres. Moi je pense à l'épisode où notamment il joue comme Kramer dans un épisode avec une enseigne de poulet qui s'installe en face de chez eux et Kramer qui n'arrive pas à dormir son appartement. Là il joue Kramer et il le fait super bien, quoi. Il le tient bien, son imitation de son pote, quoi. Je trouve qu'il est assez délirant quand il part dans ce truc là, quoi. Et ouais, c'est vraiment mais voilà, c'est vrai que c'est un petit truc qui tourne dans les fans de Seinfeld, comme quoi Jerry n'est pas le meilleur acteur du monde, mais en tout cas il a réussi à faire quand même une série qui a marqué. Mais voilà, c'est pas que l'histoire de 4 personnages, c'est aussi donc tous les seconds rôles qui sont, comme je le disais, assez. En fait, on peut pas dire autrement, c'est une série de qualité où on sent qu'ils ont bossé comme des malades là-dessus. Ça a même, Larry David a complètement abandonné, comme tu le disais, à la saison 7 parce qu'il était complètement HS par rapport au travail. Enfin, en tout cas, c'est la version officielle. Hein. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres choses qui sont derrière. Tu sais, moi ma théorie c'est qu'à mon avis, il a dû penser que le final de la saison 7, il pourrait pas faire mieux en termes de finale. Ouais, et je trouve que pour moi, la vraie fin de la série Seinfeld telle qu'on l'a connue pendant toutes ces années, elle est là. Ouais. Elle est à la mort de Suzanne. Désolé pour le spoil. Oui, on va spoiler ce soir. C'est un truc marquant, quoi. Je m'attendais tellement pas à ce que la saison se termine là-dessus d'une manière aussi abrupte, aussi violente, et c'est du Seinfeld pur jus, quoi. C'est vrai, c'est incroyablement cool à ce niveau-là, quoi. Et après les 2 autres saisons font quand même vachement plus sitcom, quoi. Là où on joue vraiment sur exacerbation à mort des caractères et compagnie, et ça me déplaît pas, hein. Je trouve ça très bien aussi. Mais ça évolue. Tu sens que il y a peut-être moins de, je vais pas dire de pression, mais en tout cas moins l'aura de Larry David qui est dessus, et il lève un peu les potards un peu plus en se disant on peut y aller, le succès est là maintenant, on peut un peu encore plus se permettre qu'avant, quoi. Il y a dans les 2 dernières saisons. C'est vrai. Mais alors oui, c'est ça, et on parle de la mort de Suzanne, qui est la petite amie de George Costanza, et ça ne leur fait rien du tout. Il y a pas de, notamment à George, ça le soulage, quoi.
Oui, c'est ça, quoi. Y a pas d'émotion. Enfin, ils sont tellement éloignés de ça et de la mort alors que, voilà, elle a rien de spécial, la fille. Elle est plutôt jolie. Elle est voilà, mais là, oui, c'est quand même. Je trouve, c'est vrai que c'est symptomatique de la série, c'est ce manque d'émotion qui porte par rapport aux événements qu'ils vivent, quoi. Ah bah c'est clair, ils sont totalement détachés de tout, ils sont totalement détachés de toute émotion quoi, vis-à-vis du genre humain. C'est des gens qui ont du mal avec les conventions. C'est délicat pour eux de se comporter comme comme des humains normaux. Et pour moi, c'est un des trucs qui fait le gros sel de la série, quoi. C'est vraiment Mhm. que tu suis des enfoirés, quoi. Ouais. Mais ils arrivent à être drôles et ils arrivent Oui. à être touchants par moments, quoi. Et il y a des moments un peu compliqués, quoi. Comme tu disais, Georges, bon, il y a un peu d'empathie. Il y a un peu d'empathie pour le perso. Hélène, il lui arrive des trucs pas trop simples. Quand George est à deux doigts de se marier, elle réalise qu'elle est complètement jalouse en fait et elle adorerait aussi mener une autre vie. Elle veut quitter le groupe en fait quoi. À Ouais. partir d'un moment, elle veut vraiment se détacher de tout ça, arrêter d'être une enfant en fait. Parce que c'est ça le truc de Seinfeld, c'est des gens qui se comportent comme des gosses, comme des Et, sales gosses quoi. et on le voit dans la Et saison 9. Dans la saison 8, où je ne sais plus, je confonds un peu, mais où Jerry, George et Hélène vont jouer avec les jouets de collection de la oh petite là amie là, mais de... et cet Celui-là, il épisode est... est d'un glauque. Mais cet épisode est Ouais, d'un glauque parce qu'au final, de donc, quoi ça parle cet épisode? Cet épisode parle clairement d'abus sexuels en fait, quoi, finalement. ouais, on peut Le voir des message de choses fond, en comme fait, ça. tu peux le voir un peu comme ça, quoi. Ils ont inversé le truc pour rendre ça comique, mais en Ouais. soi, ça parle d'un vrai sujet, quoi. Ils la droguent quand même, Oui, oui, c'est ça, il la drogue cette nana. pour jouer à des jouets, donc Sans son consentement. oui, ah bah oui, 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 effectivement, oui, oui, tout à fait, on peut, c'est un MeToo avant l'heure, ils étaient déjà sur ce sujet-là. Et aussi, on voit aussi que c'est des adolescents déjà à ce moment-là. Tu parles d'enfants, ben Complètement. voilà, c'est un épisode qui montre complètement qu'ils sont toujours enfants. Et à l'époque, on en parlait très peu de cette mouvance d'adultes, de jeunes adultes qui jouent à des jouets, etc. Et là, on le voit pour une première fois dans une série grand public, quoi. Bah, puis après, tu le vois aussi avec le personnage de Jerry, qui est complètement son seul modèle de vie, c'est Superman, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est lui son modèle de vie, donc bon bah tout de suite forcément ça t'indique que ce gamin est un gosse, il a tout le temps des paires de baskets pas possibles, il est capricieux comme tout, le moindre truc le fait bouillir, le fait bondir, le moindre petit truc qui rentre pas dans son cadre de vie à lui, le nombre de petites copines qu'il épuise quoi, Ouais. pour finalement des détails mais insignifiants quand tu vois les nanas en plus quoi. Et c'est valable pour Georges. C'est deux mecs qui cherchent à se compliquer la vie de manière extrême et absolue, toujours en train de chercher le petit détail, le petit truc qui fait que bah, ça va pas le faire, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment, ça a été vraiment une révolution à la télévision américaine de voir tous ces gens-là. Et alors, on n'a pas encore parlé quand même de la base de la sitcom. C'est A Show About Nothing. Ah, C'est ça. ça ne parle de rien, des petits tracas de la vie quotidienne qui deviennent d'immenses problèmes. Mais voilà, c'est ça aussi l'idée de génie, c'est on va faire un show à propos de rien et ça marche. Bah ouais. Et ça marche encore mieux à partir du moment où ils font une saison où ils t'expliquent comment ils ont créé leur show. Et ça, c'est Ouais. complètement fou, en fait. C'est méta avant l'heure Qui- aussi. Bah, c'est totalement méta avant l'heure. Et puis, qui fait ça, quoi? Ouais. Surtout qui fait ça. Une série qui marche moyennement, quoi. Allez, vas-y, on va prendre le parti que cette saison, on raconte comment on a créé la série avec les petites anecdotes, machin et tout. On y va et ça cartonne, mais totalement. Ça plaît complètement au public. Et puis en plus, t'as plein d'éléments dans cette saison qui arrivent. Il me semble que t'as la mère de Georges qui débarque dans cette saison. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. T'as Ouais, l'épisode du Paris, celui où ouais, ils font de contest, ouais. l'onanisme. Ouais, voilà. Un Ou des pendant épisodes les tout un plus géniaux épisode. de la série. Ouais. C'est l'épisode T'as- qui a marqué, qui a fait exploser la série, hein. Il y avait le Chinese Restaurant qui avait Complètement. déjà un peu. Et qui est un épisode génial, qui est un épisode voilà, en incroyable, plus. qui se passe uniquement sur le temps d'attente pour aller au restaurant chinois, sur un seul lieu, avec une seule situation. C'est incroyable qu'un truc comme ça ait marché en fait. Ouais, et puis donc c'est le premier épisode qui a vraiment marqué les esprits, et puis cet épisode de Contest qui a explosé, puisque là tout le monde tout le monde a commencé à en parler à la Fontainebleau le lendemain après l'avoir En même temps, il y a de quoi. après l'avoir vu. Il y a de quoi. Moi, je sais que quand j'ai découvert l'épisode, j'ai halluciné en fait de la finesse en fait. Comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire un épisode sur ce sujet sans l'évoquer une seule fois et en ayant toujours les meilleures expressions quoi.
C'est ça. Et Queen on, of the et on comprend Castle, tous. oh là là, non mais c'est Ouais. magnifique quoi. Ouais. Et le moment où Kramer craque, mais dès le début quoi. Oui, C'est il a tellement perdu génial, tout de suite. c'est- Bah oui. Enfin, là, on spoil. Là, c'est vrai que désolé pour ce spoil-là, mais bon, on vous invite quand même à découvrir cet épisode. J'ai aussi envie Mais c'est un de... épisode, qui a des implications parce qu'on en reparle dans le dernier de Ouais, ce tout à pari. fait. Ouais, Je vais exactement, pas vous dire ouais. pourquoi pour le coup, parce que ça c'est intéressant, ça c'est rigolo. Ouais. Voilà, on va vous laisser le plaisir de découvrir tout ça. En revoyant la série aussi, et je me suis dit aussi pourquoi est-ce qu'elle n'a pas autant marqué les esprits en Europe, ou en tout cas en France et en Belgique, c'est que c'est quand même très très américain. Toutes les références américaines voilà, sont difficilement exportables. Tu le disais tout à l'heure, c'est difficile à doubler certaines expressions, certaines marques. Enfin voilà, et même dans le sous-titrage, il y a quand même encore des erreurs de traduction. Et ça aussi, c'est rentré. Il faut déjà un peu connaître la culture américaine pour pouvoir un peu s'imprégner de la série. Bah écoute, je sais pas parce que justement, moi enfin, j'ai pas l'impression qu'à l'époque où je l'ai découverte, j'étais si imprégné que ça de la culture américaine, tu vois, de tous les joueurs de baseball, de toutes les Mhm. marques qui existaient et compagnie de ça. C'était une époque pré-internet, quoi, donc Ouais. on n'avait pas accès à tout. Mais je sais pas en fait, je faisais tellement une analogie rapide à me dire bon bah c'est une star quoi. C'est une vedette Ouais. et machin, et du coup, bah voilà, le truc qui est drôle, c'est qu'ils font ça avec cette vedette, quoi. Il y a plein de sportifs qui sont dans les épisodes, d'anciens sportifs en plus, tu sais, Ouais. des sportifs à l'ancienne, des Mickey Mantle et des trucs comme ça qui Puis- interviennent dans la série. Et eux, c'est genre des légendes de leur sport, mais c'est des légendes un peu voilà quoi, c'est leur référence à eux, donc ça remonte bien aux années 60 quoi, Ouais, c'est ça. Et voire puis, 50. ouais, mais Joe DiMaggio, Jody il Maggio, oui, évoque, voilà. c'est les années 50, à des maris de Marilyn Monroe, qui est évoqué, Exactement. Keith Hernandez, qui a quand même un rôle très important et que chez nous, on connaît pas du tout, alors que c'est une immense star du baseball là-bas. Ouais, mais tu vois, Euh, même sans cette référence-là, l'épisode est incroyable. Ah oui, oui, ah oui. Avec le truc On de arrive l'angle à de tir, s'imprégner, du crachat et compagnie, enfin, c'est tellement bien fichu, quoi. il faut faire un peu d'effort, en fait, pour rentrer dedans. C'est peut-être ça, en fait. Mm. Faut Et puis il y a peut-être... il y a surtout beaucoup de références cinéma en fait finalement dans Seinfeld quoi. C'est très marqué. Ils vont Ouais. très souvent au cinéma. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Plan 9 from Outer Space dans la C'est série vrai. Seinfeld quoi. C'est vrai. Ils vont voir Ah, ce bah. film-là un soir en disant que c'est un authentique nanar et compagnie. Et du coup j'ai découvert ça un petit peu par le biais de Seinfeld quoi. Ouais, ouais. Les délires qu'ils créent autour de leur espèce de film érotique, la Rochelle, le délire autour du patient anglais. Enfin, c'est incroyable tout ce qui. Il joue avec tellement de références en fait qu'en effet ça peut être dur à suivre, mais au final c'est tellement bien fait que bah, même si t'as pas forcément toutes les références, bah, en fait les blagues sont drôles dedans quoi. La liste de Ouais. Schindler quoi, tout le truc autour de la liste de Ça, Schindler, c'est l'épisode magnifique. où Jerry va embrasser sa fille, sa fille, Oui. sa copine du moment. Son- Excuse-moi. Bon, on peut un peu, écoute. Non, sa Non, copine c'est du sa moment copine, et qui se fait ouais. griller par Oncle Léo, Newman, je sais plus. C'est Et, Newman, c'est du Newman coup, qui le chope. Newman, ouais. c'est ça. Et du coup, bah, c'est la honte absolue sur t'as pas le droit de faire ça, machin. Il y a tout un truc aussi autour de la communauté juive et c'est marrant parce qu'en fait ça amène un deuxième degré de lecture parce que moi j'avais pas du tout conscience de ce truc-là, ça me parlait pas Ouais, des ouais. masses et en fait en revoyant les épisodes, bah ouais c'est évident que c'est prégnant quoi. Il y a plein de personnages en fait qui représentent ça. T'as les parents de Jerry, t'as l'oncle Léo, t'as Newman, tout ce milieu, le dentiste qui est joué par Bryan Cranston, Ouais. même les parents de George. Ils ont tout le temps des bar mitzvahs, ils ont tout le temps des espèces de trucs. Un moment où Kramer doit cuisiner de la cuisine juive pour, je sais plus, une cinquantaine de personnes et qui fait n'importe quoi avec les recettes et qu'en fait il embarque le père de George pour cuisiner, qui a des PTSD de la guerre de Corée parce qu'il a Parce qu'il rendu était malade un cuisinier mec dans en faisant l'armée une mauvaise américaine, ouais. cuisine. Enfin, c'est... Voilà, je sais plus exactement d'où je partais avec ça, quoi, mais ouais, il y a ce truc chez les personnages secondaires, en fait, et qui font complètement le sel de la série aussi, quoi. Mm. Je pense à Baboubat, au Ouais, Soupnadzi, enfin, tu vois, il y en a beaucoup. Et ils font vraiment le cœur de la série, en fait. C'est pas juste 4 personnages, c'est vraiment tous ceux avec qui ils interagissent aussi, quoi. Tous les acteurs Ouais. de second plan sont assez incroyables, et il y a pas mal de gens qui sont venus et qui sont devenus des vedettes après, quoi, tout Ouais, simplement. tout à fait.
il y a Terry Hatcher qui Quel épisode. qui a marqué la série. Il y a Bryan Cranston, comme tu dis. Il y a aussi Better Soul Call. J'ai oublié Oderick, qui a un petit rôle dans la série. Oh, oui, Bob Odenkirk, oui. C'est ça. Voilà, oui, j'arrive jamais à le dire, mais voilà. Il y a aussi plein de guest stars. Pardon? Il y a Courtney Cox, il me semble, dans un des épisodes aussi. Alors là, j'ai un petit doute. Je revérifierai ça, mais j'ai un petit doute qu'elle soit Il me semble dedans. Si, c'est l'épisode où elle joue la fausse femme de Seinfeld pour avoir une réduction chez le teinturier. Oui, possible, oui, effectivement, mais ça Si, elle je reste vraiment. l'ai revu il y a pas longtemps cet épisode et c'est assez marrant justement de les voir tous les deux dans la série ensemble alors que Ouais. Friends était sans doute soit né, soit naissant dans peu de temps après quoi. Oui, mais ça a été pratiquement Friends, ça a été donc Seinfeld 89, Friends ça a été 92. Et ça a duré aussi. Ah ouais, donc c'était peut-être en parallèle alors. Ouais, il y avait de ça. Il y a aussi des parallèles avec Dag de Toi. Kramer intervient dans la série Dag de Toi de Paul Reiser et Helen Hunt. Jerry fait aussi un petit coucou, donc il y a des parallèles entre les séries d'NBC à cette époque-là. Voilà, bah écoute, on a fait bon, je pense qu'on a déjà bien parlé de cette série. Si t'as envie de rajouter des choses, On se fait pas un petit point sur le final de la série? ah bah si, forcément, on va y venir. Il y a plein d'épisodes, de toute façon, qu'on vous invite vraiment à regarder, notamment l'épisode Le Bubble Boy. Moi, je crois que c'est le premier que j'ai vu enfin voilà, c'est des sommets d'écriture et d'humour, voilà. Il y a plein d'épisodes. On reviendra à la fin de ce podcast sur où trouver la série. Mais on va effectivement évoquer cet épisode final. Et je vais l'introduire parce que il faut savoir que moi je l'ai vu en direct l'épisode final parce que Au moment de sa diffusion. Exactement, parce qu'en fait c'était un événement à l'époque. Canal Jimmy, en collaboration avec Canal Plus Belgique, avait réussi à avoir les droits pour diffuser en pleine nuit, en même temps qu'aux États-Unis, le double épisode final de Seinfeld. Et ça avait été présenté par Ala Karazé et George Eddy, qui était là comme invité pour parler de la série. Et alors que maintenant, ben voilà, c'est commun de regarder les séries pratiquement en même temps et en direct. Donc en 1989, le 14 mai, moi j'étais dans ma chambre, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai pu découvrir l'épisode. Tu veux dire. Pardon ? 99, tu veux dire peut-être pour le final quand même. Oui, j'ai dit quoi ? T'as dit 89, il me semble. Ah oui, non, 99, donc j'étais dans ma chambre, je me suis réveillé, j'avais mis mon réveil et j'avais pu voir ce dernier épisode et ça restera marqué parce que il est 4 heures, je crois qu'il était 3-4 heures du matin. C'était pas sous-titré puisque c'était en full VO, donc il y avait quand même beaucoup de choses à imprégner tout ça. Mais voilà, je me suis senti faire partie d'une communauté quoi à ce moment-là, tu vois. C'est seulement après qu'on a su les chiffres d'audience, donc c'était 73 millions d'Américains. Et voilà, j'ai un peu fait partie de ce monde-là en direct. Et c'est incroyable, et ça reste un grand souvenir. Super anecdote. Hein. Ah ouais, vraiment. Et j'espère un jour pouvoir en parler avec Ala Karazé parce que c'était vraiment et même pour te dire. Donc, donc Canal Jimmy et Canal Plus Belgique avaient déjà reçu les épisodes à l'avance. Et il n'y a même pas eu de coupure pub, alors que forcément sur NBC, mal, ça avait été coupé. Et bien là, donc il y avait eu le premier épisode qui avait donc le best-of un peu habituel, et puis l'épisode final. Et il n'y avait pas eu du tout de pub, donc on était même en avance par rapport aux Américains. Et à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout, donc on a vécu ça. Franchement, c'était ça reste un de mes grands moments de TV de ma vie, avec le grand bluff de Patrick Sébastien, mais ça, on en parlera une autre fois. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce dernier épisode ? Et comment tu l'as vu ? Enfin oui, tu l'as vu en DVD, j'imagine. Oui, j'ai la collecte, du coup, j'ai les 9 saisons en DVD depuis quelques années maintenant. Je les ressors de temps en temps pour
pour me les refaire, comme je l'ai fait ces dernières semaines pour préparer l'émission. Et bah écoute, je sais pas, comme je t'ai dit, moi je pense vraiment que le vrai final de Seinfeld, parce que moi ce que je considère comme le vrai final, c'est le dernier épisode de la saison 7. Ouais. Et après ça devient autre chose, et ce final de Seinfeld, bon déjà faut savoir que vraiment je peux pas encadrer les épisodes best-of quoi. Vraiment ça c'est pour moi c'est le degré zéro de la création, c'est de la fainéantise totale, c'est vraiment tenez un Mais épisode les salopards. Mais c'est un passage obligé, quoi. Parce que même C'est un passage toutes les obligé. séries... Mais c'est les salopards quand même. Ouais, même Starsky et Hutch avait un épisode best-of où ils étaient dans un hôpital, je sais plus ce qui s'était passé, ils se retrouvaient tous les deux sur un lit d'hôpital et ils avaient perdu la mémoire. Je crois qu'un des deux avait perdu la mémoire et ils se rappelaient leurs meilleurs moments. Donc voilà, c'est un passage, c'est une tradition à la limite dans la série américaine et Seinfeld n'a pas pu y échapper. C'était un truc d'époque, on va dire, parce qu'il me semble que ça se fait plus trop, ça, quand même, les épisodes best-of, généralement. Bon. Mais bref, ce dernier épisode, bah, bizarrement, contrairement à beaucoup de gens, bah moi je l'aime bien. Ah oui. Je l'aime bien cet épisode. Je trouve qu'il est cool, en fait, le côté... bah déjà, en fait, j'adore les films de procès, quoi. Donc forcément, moi, le fait que ça se termine sur un procès avec Jackie Childs en défenseur des quatre persos principaux, avec les 3/4 du casting depuis le début de la série qui revient, même le Bubble Boy du coup. Bah en plus, ouais. Et le Bookman. Je sais pas, mais tout le monde est là. Tout Oui, le monde c'est est là, ça. quoi. Il y a Puddy, il y a J. Peterman, enfin, tout le monde est là, quoi. Tout le monde. Il me semble Et Terry que t'as même Hatcher la qui petite était une vieille. star déjà. Il y a peut-être même la petite vieille à qui Jerry vole un pain de seigle. Oui, à un tout à moment fait. Il me semble C'est la qu'elle est là. première qui témoigne, c'est la première témoin qui montre un peu les méfaits de Seinfeld. Ah ouais, à Mais, quel point c'est ouais. un salopard. Et puis l'idée est drôle en fait, quoi, parce que mine de rien, nous, comment dire, la non-assistance à personne en danger, c'est un truc qu'on connaît bien, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on a, nous, généralement, dans nos législations en Europe, quoi. On peut pas juste laisser quelqu'un se faire agresser comme ça, gratos, dans la rue. On est censé faire quelque chose, quoi. Et le fait qu'aux États-Unis, bah, ça existe pas. En fait, ça Oui. crée une espèce de précédent bizarre dans cette espèce de coin des États-Unis, quoi. Et comme j'ai pu l'entendre un peu sur le podcast We Love Series, du coup, que faisait l'équipe de Capture Mag pendant un moment. Ouais, ouais. En gros, il y a aussi une symbolique en fait au fait que cet épisode il se passe dans les Flying States. Ce Oui. qu'ils appellent les Flying States aux États-Unis, les États que tu vois que quand t'es dans l'avion en fait. Là, le C'est fait ça. qu'ils se posent dans une espèce de bled perdu avec le jet privé qui est censé les amener à Paris et compagnie, ça les place en fait, eux, cette série qu'on a vue de niche au départ, au milieu de l'Amérique, de la vraie Amérique quoi en fait, de l'Amérique des gens qui se lèvent tôt, des plus petites villes et compagnie. Et c'est marrant que leurs procès interviennent dans un cadre comme ça où là pour le coup c'est des gens qui vont être plus fans de Happy Days, tu vois. Oui, oui, Et c'est qui ça. du coup eux veulent leur morale à la fin de l'épisode quoi. Ce que l'épisode final ne donne toujours pas. Non, pas du Du tout. coup. Non, non. Ils ont toujours autant rien à foutre. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué, donc je viens de le voir juste avant d'enregistrer le podcast, je trouve quand même que ce qui ressort, c'est que c'est Larry David qui est revenu pour écrire cet épisode final, donc il y a beaucoup de gens qui en veulent directement à la personne de Larry David lui-même. En fait, j'ai l'impression qu'il n'aime pas ses personnages. C'est la sensation que j'ai eue en le revoyant, où finalement ils se font emprisonner, pour des choses qui peut-être pas très morales, c'est peut-être le mot de cette série, mais Ils auraient pu se faire arrêter pour des trucs avant quoi. aussi, oui, Vraiment. oui. Hein, ils auraient ça, déjà c'est pu clair. finir en prison à de multiples occasions quoi. Quand Kramer vole des homards sur la côte, il peut très bien finir en taux. Tous les bails qu'il fait là, tu sais, où il remplit une espèce de gros ballon pour transporter du pétrole et tout, Ouais, et que du c'est le pétrole. mec à côté de lui qui prend à sa place et compagnie. George a tué sa femme quand même. Aussi, oui. Et Indirectement, ça passe crème, mais il quoi. l'a fait quoi. Oui, c'est tout à fait, ça passe Donc, crème. quelque part, c'est un final logique en fait presque. Que ces personnages soient un peu condamnés, entre guillemets, pour leur attitude générale pendant ces 9 ans, quoi. Oui, faire face à leurs responsabilités, et puis finalement, quand tu vois leur réaction dans la prison, c'est comme si de rien n'était, quoi. Ils le prennent un peu en disant, ça va durer une année, c'est bon, Bah, c'est ça. on va avoir des repas Surtout gratuits. Jerry, quoi. Surtout Jerry, Pardon quoi. Jerry, Oui. ça va, un an, ça passe vite, quoi. Bah oui.
Et c'est là qu'à ce moment-là, on croyait que la série allait revenir et elle n'est jamais revenue depuis 1999. On va un peu parler de l'après, si tu veux bien, puisque on a déjà fait... allons-y, hein. En tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir la série. Après, la série a été énormément rediffusée en syndication, c'est-à-dire que les chaînes locales des États-Unis rachetaient les épisodes et c'est ça qui a aussi continué à faire vivre le mythe. C'est une série qui était super populaire, quoi. Oui. Jerry Seinfeld disait que je crois qu'on lui a proposé à lui 10 millions de dollars pour faire une 10e saison. Et en gros, on lui avait montré un graphique des chiffres d'audience de la série qui ne faisait que monter, quoi. Et il a décidé finalement que c'était mieux de s'arrêter sur une courbe qui montait que sur une courbe qui commençait à descendre, quoi. Ouais, Donc il a quand même fait ce choix très courageux parce que mine de rien, il aurait largement pu re-signer pour cette 10e saison, prendre le pognon et faire un truc moins bien, quoi. Et rien que pour ça, j'ai énormément de respect pour le travail de Jerry Seinfeld. Ouais, et ne pas revenir, parce qu'il y a quand même depuis plein de séries comme ça qui sont revenues, qui ont été déterrées. Coucou Friends, quoi. Voilà, et c'est pas le cas, et ce sera jamais le cas de Seinfeld. Donc l'après pour Jerry, il a continué à faire ses spectacles. Il a toujours été extrêmement populaire au niveau du stand-up. C'est le comédien le plus riche au monde, puisqu'on estime sa fortune à $1 milliard, essentiellement dû à la série. Pardon ? Bah oui, forcément, avec leur diffusion et compagnie, lui, il est producteur total de la série, quoi. Donc voilà. Il doit ramasser. Oui, tout à fait. Hein. Lui et Larry David apparemment vivent très bien. Larry David est très content d'avoir fait la série aujourd'hui. Hein. Ça lui assure des rentes annuelles assez confortables. Voilà, exactement. Oui, parce que je pense que je lisais des chiffres. Je crois que rien que la série leur a rapporté $850 millions. Voilà. La bagatelle, quoi. Oui, c'est rien du tout, quoi. S'ils pouvaient nous en donner 2, puisqu'on est quand même le premier podcast francophone à parler de leur série, ça me ferait plaisir. On partagerait. Comme je t'ai dit, hein, We Love Série, il l'a fait avant nous, quand même. Écoute, je réécouterai alors. Sur Seinfeld. D'accord, écoute, voilà, je deuxième, couperai ça bien. au montage. Oui, deuxième, c'est pas plus mal. Donc Jerry a continué ses spectacles. Jason Alexander, il a continué des petites apparitions dans les séries. Il a fait beaucoup de théâtre. Il donne beaucoup de cours de théâtre aussi. Il a participé à L'amour extra large aussi. Oui, c'est ça. Il a un rôle dans le film des frères Farrelly, effectivement. Mais c'est vrai, moins en tout cas sur le devant de la scène. Celle qui a le plus réussi. Pour moi, celui c'est un de ceux qui a vraiment raté le virage parce que mine de rien, les gens l'ont enfermé dans le rôle de George. Donc forcément, on lui proposait que des trucs qui étaient un peu similaires, alors que c'est de base un comédien de théâtre qui faisait du off-Broadway et Broadway. Enfin, c'était quand même quelqu'un qui était assez complet, qui avait une vraie formation d'acteur classique. Et il s'est retrouvé dans une impasse de carrière. Et il le redit, il me semble, dans l'épisode de Curb Your Enthusiasm. Ok, sur le ton de l'humour qui est propre à la série, mais bon, on sent quand même que ça lui est resté en travers de la gorge. Mais comme tu disais, celle qui a le mieux réussi derrière, c'est Julia Louis-Dreyfus. Ouais, elle a, je crois qu'elle a essayé une série entre les deux, mais elle a réexplosé avec VIP. Qui raconte l'histoire de manière humoristique de la vice-présidente des États-Unis. Et qui devient présidente aussi à un moment donné dans la série. Exactement. Ouais. Qui lui a valu quand même pratiquement chaque année un Emmy Awards et même un Golden Globes. Hein, donc elle a continué sa carrière et maintenant elle est dans le MCU. Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent, eh bien elle a un rôle assez central dans c'est pas dans le Shield, mais j'ai déjà oublié dans quel organisme elle est, mais écoute, c'est pas moi qui vais te sauver, moi et le MCU, vraiment, j'ai pas de notion. Juste vous dire, elle a les cheveux mauves, voilà. Et alors, il y a quand même le cas Michael Richards, donc qui interprète Kramer. Hein. C'est compliqué, donc il a essayé de surfer sur la vague. Juste après Seinfeld, il a sorti une série juste sur son nom, où il jouait un détective privé. Ça a duré même pas une demi-saison, parce que... les audiences étaient catastrophiques.
Voilà, c'est ça. Ça a été le même effet Joey que Friends et Joey pour la série à la suite. Ça a eu pratiquement le même effet, sauf que Joey a duré 2 saisons, alors que cette série dont j'ai oublié le nom a duré une demi-saison. Et puis alors, il y a eu une sorte il y a eu un scandale où Une vraie polémique, hein. Ouais. Ça a quand même fait parler. Donc il était sur une scène de stand-up et il était interrompu par un spectateur et là il a proféré des propos des propos racistes. Voilà, totalement raciste, et qui ont été repris dans un épisode de South Park, du coup, où il vient en soutien du père de Randy Marsh qui a dit nigger à la télévision, quoi. Et voilà, ça situe en fait la descente aux enfers en fait de Kramer, qui est parti de personnage le plus populaire de la série, à tel point que quand il arrivait sur le plateau, le public des enregistrements applaudissait. Ça interrompait la série et compagnie. Ils ont dû demander au public de se calmer sur les applaudissements avec Kramer. Il y a eu beaucoup de t-shirts avec lui et compagnie. C'était vraiment le personnage le plus populaire. Et le mec, il a sombré jusqu'à proférer des insultes racistes hyper véhémentes en direct et tout. C'était quelque chose d'assez scandaleux. Il a bien tenté de présenter des excuses, mais le mal était fait. Et il s'est retrouvé complètement blacklisté. Et puis il n'a plus rien fait depuis, quoi, grosso modo. Non. À part son apparition, encore une fois, dans Curb, quand Dans ils font Curb. revenir tout le casting de Seinfeld, quoi. Ouais, et il y a l'épisode de Comedy in the Car de Seinfeld, où là, il refait à nouveau des excuses et tu sens quand même qu'il est touché profondément de ça. Et à l'inverse de certaines stars américaines, je pense notamment à Mel Gibson, même s'il n'est pas non plus réhabilité à 100%, je suis tout à fait d'accord. Mais Michael Richards, lui, a complètement été oublié, alors que d'autres sont revenus quand même après certaines polémiques du même genre, et que lui, on sait pas, peut-être que vraiment c'était vraiment pas le meilleur être humain du monde. Il y a toujours un mystère par rapport à ça, en tout cas. On n'y répondra pas ce soir. En fait, hein. C'est un cas délicat, hein, Michael Richards, parce que quelque part, il m'a beaucoup fait rire dans Seinfeld avec son rôle et compagnie, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette part sombre, quoi, et les propos qu'il a tenus, je les ai vus, tu vois, parce que tu cherches à savoir, quoi, plus ou moins, en tant que fan de la série. C'est ça. Et tu vois ça et tu peux qu'être complètement d'accord, ok, vraiment, là on sent qu'en fait c'est tellement de l'énervement, c'est le fond de sa pensée, quoi. Moi j'ai du mal à envisager le truc autrement. Pour moi, tu peux pas balancer un truc comme ça si tu l'as pas déjà un petit peu ancré au fond de toi, donc c'est peut-être très dur, mais voilà, quoi. Michael Richards, il paye aussi pour quelque chose où il a complètement déconné, quoi. Ouais. Et j'entends ce que tu dis par rapport à Mel Gibson et compagnie, mais à la différence de Michael Richards, Mel Gibson, il a eu des succès qui font qu'il a pu à chaque fois, rebondir un petit peu, justement, même dans la polémique, quoi, finalement. Oui, oui. Enfin voilà, ça restera, ça restera une carrière gâchée. Complètement. Pour des propos. En plus c'était au début d'Internet où on pouvait commencer à filmer un peu tout. Mais ça reste, un cas. Triste, parce que c'est un mec qui restera, qui a fait partie de ma vie et qui continuera à faire partie de ma vie, télévisuelle en tout cas, et voilà. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'à cette période le monsieur était talentueux, mais que il a aussi chuté et que c'est bête à dire, mais ça peut aussi faire partie d'un parcours artistique, hein. Une vie d'artiste, c'est pas linéaire. On peut accumuler beaucoup d'échecs et un jour connaître le succès, l'inverse, avoir une carrière constante ou pas. Enfin, chaque chemin est propre à chaque artiste, et malheureusement pour Michael Richards, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, je suis plus triste pour un mec comme Jason Alexander, tu vois, par exemple, concrètement. Ouais, quoi. Je me dis, il y a un vrai potentiel gâché, quoi. Ouais. Et il a peut-être voulu aussi à un moment donné, hein. Enfin, même s'il le fait penser, peut-être qu'à un moment donné aussi, il a voulu peut-être revenir à des choses plus confidentielles parce que ça doit quand même être une pression, hein, de vivre ça, d'être dans la série la plus populaire de l'époque. Il faut aussi peut-être un peu vouloir sortir un peu de ça. Peut-être aussi, oui. On lui posera la question sur Twitter. En tout cas, je lui enverrai le lien via de l'épisode, du podcast via Twitter. On n'a pas peur. Alors,
Il y a aussi donc, j'en ai parlé un petit mot, c'est Comedian in the Cars Getting Coffee avec Seinfeld qui interview ses collègues. C'est une très chouette série, très courte. Enfin, ça dépend un peu des épisodes, mais voilà, ils reviennent sur la carrière de chacun. Il y a beaucoup de private jokes, donc des fois c'est vrai qu'on peut un peu sortir du truc. Ça peut être un peu dur à suivre, quoi. Cette série, quoi, mine de rien. Je sais que j'ai eu du mal à accrocher justement parce que les mecs, t'as l'impression que ils sont comme s'ils étaient vraiment au café, quoi. Et du coup, Ouais, c'est ça. t'as des trucs, ouah, c'est pas très intéressant, quoi. Et enfin, en tout cas pour nous en tant que spectateurs, c'est pas très intéressant, quoi. Oui, il parle de gens qu'on ne connaît pas, et nous encore plus en Europe, mais il y a un peu un esprit un peu sympa, quoi, avec les belles bagnoles, allez, le service des cafés, tout ça, de voir un peu les diners un peu partout aux États-Unis. Il y a un côté un peu, je vais dire, un peu folklorique là-bas qui est un peu sympa. Et puis alors, Je crois avoir lu quelque part que justement ça avait posé problème avec un comédien, c'est-à-dire que Seinfeld, quand il laisse un pourboire dans un diner, en fait, il laisse le double de ce que l'addition a coûté, quoi. Et ah ouais. je sais plus avec quel comédien c'était, mais apparemment le mec il a vu ça et il s'était rendu compte qu'il avait laissé lui un tout petit pourliche et qu'il était passé pour un moche radin. Et du coup ça avait créé une espèce de mini-tension et compagnie. Mais apparemment c'est un grand délire de Seinfeld. En même temps il peut se permettre, comme tu dis, hein, Voilà. c'est le comédien le plus riche au monde, quoi. Mais Voilà. c'est assez rigolo ce genre de truc. Après il a une personnalité un peu trouble aussi, mine de rien. Ouais, Jerry ça n'a pas été Seinfeld, quoi, clair aussi. lui aussi, il a eu droit à sa petite polémique quand il a refusé de faire un câlin à je sais plus quelle chanteuse et qui était reparti complètement déçu. En fait, Jerry Seinfeld, c'est un sale con. Oui, et puis je crois qu'il y a eu aussi peut-être enfin, des trucs un peu scandaleux au niveau de son couple à l'époque. Enfin, c'était pas très clair non plus, mais ça, on a vite, à mon avis, vu le succès de la série. Et c'était encore avant l'ère Internet, forcément. Je crois qu'on a un peu mis ça sous le tapis. Et puis alors, Ouais. mais ça, je pense qu'on en refera aussi un épisode, c'est Curb Your Enthusiasm de Larry David, qui là, à ce moment-là, retrouve une sorte d'énergie ou d'envie, en tout cas, de mettre ses états d'âme sur le petit écran, Bon, de se et raconter avec un peut-être, tu succès vois, énorme. raconter sa vie d'ultra bourgeois à Los Angeles, c'est un délire. Ouais. Et puis il n'a plus rien à perdre de toute façon, et il y va aussi. Et en fait, je pense, et c'est lui qui a, en tout cas, c'est vrai qu'il faut peut-être voir au moment des époques, mais il a popularisé la réalisation à une caméra, comme on voyait dans The Office en Angleterre. Donc ça, il a permis de l'amener comme ça aux États-Unis, hein, cette manière de filmer. Ça n'avait pas Hmm. encore été spécialement fait avant. Hein. Non, pas spécialement. Et puis là, avec Curb, en fait, c'est lui, en fait, le garant de l'esprit Seinfeld, en fait. Tout ce qui était Ouais, dans Seinfeld, tout ce qui faisait l'humour des petits riens et compagnie, tu le retrouves dans Curb, quoi. c'est Grosso modo, ça. c'est une bonne. Comment dire? C'est un bon substitut, en fait. Quand la Oui. série s'est arrêtée, c'était cool de pouvoir avoir Curb derrière pour garder cette espèce d'esprit sale gosse propre à Oui. Larry David. Et en même temps, il a un regard très critique sur lui-même. Il se fait vivre des mésaventures dans la série qui sont quand même. On voit bien que c'est un gros con quand même. Enfin, Ah bah oui, il a pas peur de complètement. le montrer en tout cas. Non, non, mais moi j'apprécie beaucoup justement ce truc-là chez Larry David. Ce côté, j'ai pas peur de me moquer de moi-même. Je trouve Ouais, que c'est une c'est ça. qualité euh, très importante chez les gens. Avoir cette capacité d'autocritique et voire même de grossir le trait, hein, c'est obligatoire, quoi. Et je trouve que la série, en fait, ouais. En plus, marche bien, tu vois. Parce que lui, c'est pareil, c'est pas un acteur excellent. Heureusement qu'il y avait George qui était joué Ouais, par Jason Alexander pour ne pas l'avoir lui directement dans la ouais, série, c'est quoi. ça quoi. Ouais, ouais, Le couple aurait été un petit peu plus bizarre, on va dire, je pense. ouais. Mais là, le fait, en fait, qu'ils se mettent au milieu de toutes ces espèces d'anciennes stars de la télé et compagnie dans des milieux complètement bourgeois à Los Angeles, sur ces espèces de petits trucs. Ah, mais non, ça se fait pas. Enfin voilà, tu vois, je trouve que ça a un côté assez savoureux quand même, parce qu'il se moque de lui, mais il se moque surtout de sa condition, en fait, je trouve.
sa Oui. condition de nouveau riche, bourgeois, en fait. ouais. Lui, Ouais. mec qui a toujours galéré, quoi. Oui, c'est ça, oui, oui. Exactement. Donc ça, c'est à découvrir aussi après Seinfeld. Et où peut-on voir Seinfeld? Bah, moi, je ne peux que vous conseiller, c'est d'acheter les DVD, les 9 saisons. C'est effectivement disponible sur Netflix, mais le gros problème de Netflix, c'est que c'est recadrage. diffusé... C'est le recadrage, effectivement, c'est le gros problème, puisque c'est diffusé en 16/9 alors que la série a été tournée en 4/3 et qu'il y a dans l'image des choses qui manquent par rapport à l'original. Donc si vous pouvez vraiment, et je pense que maintenant il y a moyen vraiment de les trouver pour pas très cher, c'est de la découvrir en DVD, et aussi parce que les éditions sont extrêmement riches en infos, en histoire, tout le monde, les scénaristes parlent, enfin tout le monde a vraiment la parole, les réalisateurs, les acteurs, enfin moi je trouve que c'est les éditions DVD les plus complètes que j'ai eu l'occasion de voir. Il y a des petits courts-métrages dessins animés, il y a vraiment plein de choses, et c'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir la série. Il y a les pubs de l'époque, Oui. il y a, dans chaque coffret, il y a un documentaire sur un aspect de la série, sur un personnage, sur une saison en particulier, enfin, c'est hyper dense, quoi. Il y a vraiment Ouais. beaucoup de contenu. Il y a les scènes coupées, enfin, il y a plein de petits trucs en plus, vraiment très sympa. Moi, je sais que ça avait été, quand je les avais tous achetés petit à petit, justement, à l'époque de la découverte, Mhm. mais à Ouais. chaque fois, c'était un plaisir monstrueux, et ma mère comprenait pas ça. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fous dans ta piole, là, la moitié de la journée avec ton coffret de DVD, tu t'enfermes, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Et C'est tu- quoi, tu n'as- c'est quoi ton truc? C'est pas drôle? Ouais, oui, bah, vas-y, laissez-moi tranquille. Donc elle Laissez-moi disait que penser c'était une pas felle. drôle. Et c'est toujours ta maman. Ouais, Tu ne l'as pas c'est renié. toujours ma maman. Non, je peux pas. C'est Non, pas on possible. peut pas renier sa maman, bien sûr. C'était une boutade. Bien Euh, évidemment. donc voilà, si vous voulez quand même jeter un coup d'œil, faites-le sur Netflix et puis après jetez-vous sur les DVD. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de merchandising, en tout cas aux États-Unis. Et pour fêter ce premier épisode de 10 séries, eh bien, on vous offrira des Funky Pop. J'en parlerai juste à la fin de ce podcast. Il y a des bouquins, il y a le traditionnel bouquin de cuisine de Seinfeld qui existe. Il y a des trivia Seinfeld, mais toujours en anglais. Et ça, oui, parce Est-ce qu'il y a le ça- livre sur les tables basses qui fait elle-même une mini table basse? Écoute, je ne l'ai jamais vu en vrai. Il y a personne qui a eu l'idée de le sortir. Je pense que ça aurait pu marcher. Ça, c'est pour la Franchement, petite ça aurait histoire et été la génial. parenthèse. Ouais, c'est ça. C'est Kramer qui a une idée, c'est de créer un bouquin sur les tables basses qui fait en même temps table basse. Donc tu peux lire le bouquin, puis quand t'as fini, hop, tu déposes avec ta tasse de café dessus. Enfin voilà, et il y a, il y a une scène géniale dans une émission matinale américaine, Good Morning America, un truc comme ça. Enfin voilà, Qui c'est, était hyper populaire à l'époque, quoi. Et ouais, avec, c'était vraiment les Régis vrais présentateurs de Philbin. l'époque et tout. Ouais. Enfin, c'est génial, quoi. C'est tellement bien amené. Puis ouais, bah forcément, il se passe un truc ouf, quoi, avec Kramer, nécessairement. Toujours. Ouais. Voilà, je vous dis le merchandising. On vous offrira des funky, des Funko Pop, je vais y arriver. Seinfeld, je vous donnerai comment les obtenir juste après ceci. Mais je te remercie beaucoup. C'était un vrai Merci plaisir. à toi pour ton invitation. C'était super cool. Bah écoute, voilà, je me dis, parler d'une série méconnue mais qui a marqué son époque, bah forcément il y a celle-ci, et on s'était rencontrés sur Twitter grâce à elle, et donc je trouvais normal de le faire avec toi, et voilà, on te retrouve sur Ciné Child, je vais y arriver. Sur Ciné Chill, en effet, c'est bien Oui, ça. chill, voilà. Où vous faites aussi, vous parlez aussi de cinéma. Les épisodes d'été, c'était sur Christian Clavier, hein, si je me trompe. C'est bien ça, ouais, un gros dossier sur Ouais. Christian Clavier. Mais on a peut-être un nouveau format qui va naître dans pas très longtemps. Donc je regarde un petit peu sous la semelle, mais ça ne saurait trop tarder. Et c'est un petit peu dans la veine de ce qu'on a fait sur Christian Clavier. Mais pas en dire trop tout de suite. On Oui, non. enregistre ça en octobre normalement. Le On laisse le suspense. Voilà, on se retrouve juste après ceci. Je vous donne les petits détails pour pouvoir remporter les 3 cadeaux mis en jeu aujourd'hui dans ce podcast. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, Mez. Merci à toi, à la prochaine, salut. I think you may have something here. Who wants
wants to have some fun. Well, let's start the insanity. Giddy up. Vandalay, Vandalay, Vandalay. Shut up. Vandalay, Vandalay, Vandalay. Wet and wild. Vandalay, Vandalay, Vandalay. I see you was angry that day, my friends. Super terrific carpal tunnel syndrome. Sorry, the card says moops. A bird ran into my giant freak head. I got jiggy with it. I broke the covenant of the keys. I am speechless. I am without speech. Oh, I got the ball. That is one magic loogie. The surprise blindfold greeting. That wasn't in the manual. A coffee table book on coffee tables. Hello, Newman. Is it possible I'm not as attractive as I think I am? Boy, these pretzels are making me thirsty. I'm gonna need some water here. Maybe the dingo ate your baby. Yo, ma. Little Jerry is a lean, mean pecking machine. I'm speechless. I have no speech. Yo, ma. Not that there's anything wrong with that. Oh, I'm looking right at you, Big Daddy. She had man hands. You're an anti-dentite. You're a massage teaser. So he's Bizarro Jerry. That is one tough monkey. He's a regifter. He's a real bounder. He's a real sidler. He's a limbo. She's one of these low talkers, a long talker. A high talker. A close talker. Yeah, I am Batman. Well, now we're getting somewhere. He's short. He's stocky. I am Costanza, Lord of the Idiots. She enjoys teasing animals, Banlon, and seeing people running for their lives. I'm a day person. Horse face, big teeth, and a pointed nose. Man who respects a good comb. A tall, lanky doofus with hair like the Bride of Frankenstein. I'm Cosmo Kramer. But are you still master of your domain? Yo, ma. I am king of the county. I'm queen of the castle. Lord of the manor. Yo, ma. Take a drink. I love the drink. I'm out. A big salad. The bro. Junior Mint. Urban sombrero. You silly Jerry. Rochelle. Significant shrinkage. Bay. Golden boy. Chocolate vodka. Oscar. Sponge-worthy. Buffer zone. This, that, and the other. Happy Festivus. Maestro. Tippy toe! Yada, yada, yada. I think I may have made a big mistake. Comfort schmumpet. Friendships, man, share. You double dipped the chip. He's thinking that Goiter's gonna start talking to me. I'm dangerous, Jerry. I'm very, very dangerous. That guy's gonna put a guy in my tummy. Jerry, how can I go on? Nothing for you. But I'm disturbed. I'm depressed. I'm inadequate. I got it all. But I don't want to be a pirate. You're Batman. You're very Batman. I sweat myself off my feet. I have no hair. Sweet fancy Moses. Well, people kept ringing the bell. Let's cut the ball, sister. The wheels are in motion. Every time I think I'm out, they pull me back in. Susie. It's not Suze. Stubborn, stupid, silly man. Who leaves the country packed with ponies to come to a non-pony country? I don't want to be Switzerland. But work on your pecs and your lats. We're all really impressed. It's fun to go. You're freaking me out. I'm freaking out. I am freaking out. Surround me now. Oh, you have to go. You have to. I'm going. You have to. Okay. Bye-bye. Voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast d'e-série. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça dépend aussi eh bien, de vos retours que j'attendrai eh bien, soit sur X ou peut-être sur Blue Sky. Ça vous verrez en suivant le compte d'e-série sur Twitter ou même sur Facebook. Enfin voilà, vous savez bien maintenant tous les moyens de communication. J'ai également une adresse email d'e-série2@gmail.com d'e-série2@gmail.com et cette adresse mail, vous allez pouvoir l'utiliser pour gagner eh bien, un petit cadeau. J'ai 3 pop Seinfeld à vous offrir. Il y a un Kramer, un George et un Newman, le postier ennemi juré de Jerry Seinfeld. Eh bien, pour ce faire, il suffit de répondre à une question. Dans quel film Jason Alexander a-t-il joué aux côtés de Richard Gere et de Julia Roberts? Je répète, dans quel film Jason Alexander a-t-il joué aux côtés de Richard Gere et de Julia Roberts? J'attends vos réponses sur l'adresse mail d'e-série2@gmail.com et on se retrouve pour un prochain podcast d'e-série dans quelques semaines. Et là, on parle vraiment d'un truc, mais qu'il y a personne qui connaît, à part Ultimate Rico du site Nanarland. On se retrouve bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour vos retours. Ça me fera très chaud au cœur. Ciao.